Bonjour et bonsoir, bienvenue aux entrevues Le Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir M. Tigran, qui est éditeur chez Mama Édition et auteur des deux trilogies Chaman, l'aventure mongole et Chaman, l'aventure amérindienne. Bienvenue, M. Tigran. Merci beaucoup. Bonsoir, Cézie. C'est Tigran ou Tigrane? Alors, il n'y a qu'en français, en fait, qu'on nasalise les noms et qu'on est obligé de rajouter un E à la fin à l'état civil. Mais c'est un prénom d'origine arménienne, c'est pas un pseudonyme, c'est mon vrai prénom. Et ma mère était arménienne. Et dans les autres langues, à part le français, on met jamais de E à la fin. Donc, pour ce livre, j'ai quitté l'état civil et je suis revenu à l'écriture telle que, bien que ce soit un autre alphabet en Arménie, tel que c'est dans le monde aussi, et ça se dit donc Tigrane. Alors, je vous appelle Tigrane. Merci. Alors, donc, j'ai reçu vos trilogies. C'est des merveilleux romans. Euh, j'ai fait la lecture tranquillement parce que j'ai pas beaucoup de temps, j'ai beaucoup d'entrevues et beaucoup de livres à lire. Donc, j'hésitais parce que je voulais vraiment être à la hauteur de l'entrevue et surtout, c'est un conte initiatique. Alors, pour éviter d'en dire trop sur le punch de l'histoire, euh, j'ai préféré regarder des entrevues avec vous. Et il y a aussi que quand quelque chose doit être, j'ai vu plusieurs photos de vous passer dans mon Facebook avec des gens que je connais, Ah oui, comme François Bonal ou Catherine Martin. Et puis, il y a comme quelque chose qui m'attirait. Alors, c'est là que j'étais allée voir les entrevues et c'est votre parcours qui m'a complètement fascinée. Et en fait, c'est inspiré de votre parcours, les trilogies. Donc, j'ai lu le premier puis le deuxième et j'ai regardé un petit peu la deuxième trilogie parce que je voulais voir la différence et pourquoi la deuxième. Et ce que j'ai aimé, c'est que c'est très, très poétique, c'est très facile à lire et c'est agréable à lire. C'est agréable, c'est comme, c'est comme si on était pris par une vague ou par une source et ça coule vraiment très, très, comment je pourrais dire? C'est harmonieux, c'est très harmonieux comme lecture. Et en plus, j'ai aimé l'énergie qu'il y avait à l'intérieur de ce livre-là, les phrases aussi qui nous inspirent. Donc, euh, j'avais vraiment envie qu'on parle de ce qui vous a inspiré à écrire cette histoire-là. Comment c'est venu et qu'est-ce qui vous a amené à écrire la première trilogie et ensuite la deuxième? d'accord. Merci pour ces bons mots déjà. Merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Et d'ailleurs, vous avez parlé d'amis du cœur, Ouais. Catherine Martin, Bonal. Euh, En fait, pour être tout à fait honnête, ça m'est tombé dessus. C'est-à-dire, en toute humilité, moi, je n'ai rien prévu, j'ai rien programmé. Et un matin, étrangement, le lendemain de mes 50 ans, en fait, j'ai clos une sorte de journal intime que j'ai commencé à écrire vers 15 ans, 14 ans. Et donc, voilà, j'avais trois cycles de 12 ans avec ce journal intime. Et puis, en passant en revue, en regardant, ça fait des années que je tourne autour en me disant qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que... Je me suis dit non, c'est vraiment pas partageable en quelque sorte. En tout cas, c'est pas publiable. Le mettre dans un tiroir, ça restera entre moi et moi-même. Donc là, c'est vraiment un journal très intime du coup, avec un seul lecteur. Et je l'ai mis au tiroir et je me suis dit, bah voilà, ça se confirme. Moi, ça fait 30 ans que je suis éditeur, 24 ans que j'ai fondé Mama Édition avec mon associé cofondatrice Mishka Séligère-Châtelain, qui est à moitié canadienne d'ailleurs, qui avait migré au Canada, en Colombie-Britannique. Euh, et j'ai mis ça au tiroir et je me suis dit, bah voilà, je continue vraiment et j'ai renoncé complètement
à reprendre la plume que j'avais prise quand j'avais 20 ans et que j'avais écrit quelques poèmes, romans initiatiques pour la jeunesse. Et évidemment, parfois, c'est quand on se dit qu'on arrête et qu'on c'est fini, qu'on lâche prise, Mm. que c'est le moment où ça vous tombe dessus plus fort que jamais, en fait, quand on cesse d'espérer, d'y croire et de vouloir. C'est un classique et le lendemain de ces 50 ans, j'ai été réveillé à 4 heures du matin. J'étais en Italie, je dormais dans une petite cabane dans une sorte de sous-bois et très isolée, très petite. Et j'étais réveillé par quelque chose. Vous savez, parfois, il y a vraiment comme une main qui vient et qui vous pousse, 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 pousse. Qui m'a poussé à sortir à 4 heures du matin, 5 heures du matin en plein été. C'était pas encore l'aurore, c'était l'aube à peine. Et à aller me mettre dans un hamac. Et ce hamac était comme, quand je me suis approché de ce hamac, tout d'un coup, j'ai eu une sensation de voir comme un croissant de lune Mm. ou une barque. Et j'ai ressenti sans réfléchir, sans chercher à verbaliser, cette importance de cette forme comme un croissant de lune qui était suspendu entre terre et ciel. C'est ni complètement là-haut, ni complètement sur terre. C'est entre deux eaux, entre deux étages, entre deux plans. Donc j'y suis allé. Et puis là, j'ai commencé à avoir des sortes de flashs, comme on dit, bien que la réalité était complètement normale et stable, que le jour allait bientôt se lever. Tout d'un coup, j'ai été très habité, pour pas dire traversé par des sons comme des bruits de sabots, à tel point que je me suis retourné et que je me suis demandé s'il y avait un cheval. C'est dire à quel point ça me paraissait réaliste et il aurait pu y en avoir un sur ce terrain, sauf qu'il y a une haie autour et que le cheval n'aurait pas pu venir si proche. Et donc, je me suis aperçu que c'était en quelque sorte dans ma tête. Mais ensuite, au son, à la musique, des choses comme la guimbarde, le chant diphonique, et puis des surimpressions sur le paysage qui était stable, qui pointait vers l'aurore et les premières lueurs du jour. C'est sur la côte étrusque en hauteur. On voit la mer Méditerranée. Quand il fait très très clair, on voit même la pointe nord de la Corse, en Toscane, donc en Italie. Et là, c'est comme des millions de boutons d'or. Et puis le sentiment qu'il y a quelque chose qui se rapproche, et pff, la foudre. Wow. Et bon, c'était particulier. Et donc, je m'aperçois qu'en fait, il y a quelque chose qui me pousse à pas garder ça pour moi. Donc, je file prendre un stylo, un cahier, je reviens dans le hamac et je commence à écrire ces images en pensant que c'était peut-être juste une sorte de rêve qui revenait et qui faisait une sorte de rêve éveillé ou de retour de rêve, que j'avais une partie du cerveau bizarrement qui continuait de rêver. Et donc, je commence à écrire un petit peu et ça devient de plus en plus fort, de plus en plus présent, ça devient presque plus présent que la réalité, en fait. Mm. C'est comme si c'était autre chose qu'un rêve, c'était autre chose qu'une pensée, un songe, mais qui avait une présence vivante, comme si, avec les personnages qui étaient comme en train d'arriver et des noms que j'ai commencé à entendre, Otar, Janat, Senek, il y avait tout d'un coup un entourage qui était comme plus présent que s'il y avait eu quelqu'un physiquement, en fait. Alors, j'ai commencé à écrire quelques mots en sachant pas du tout ce que ça allait être. Ça pouvait être une page par rapport à raconter quelque chose, une expérience étrange, comme peut-être une fuite entre deux plans. Et je savais pas du tout que ça allait être une page, puis deux, puis trois, puis un chapitre, puis 10, Mm. puis 30 chapitres, puis un livre. Et quand je suis arrivé d'ailleurs à la fin de ce livre, j'ai cru que c'était la fin du livre et j'ai mis fin. Et le lendemain matin, à 4 heures du matin, à nouveau, et boum, c'était le démarrage du tome 2. Oh, alors le premier, ça s'est fait en une journée? Non, non, non.
Je veux dire le lendemain Les matin du idées. jour où OK. j'ai écrit le mot OK, je fin, comprends. Ouais. euh, j'ai pensé que c'était fini, quoi, que c'était un tout. Ouais, OK, je comprends. Et le lendemain matin de ce jour où j'ai écrit la fin du tome 1, Mm. est venu me rechercher pareil. Et en fait, ça a été pareil à chaque fois. Il y a eu le tome 2, et quand j'ai fini le tome 2, je ne savais pas du tout que ça allait être une trilogie. Je me suis dit, bon, bah, c'est un diptyque. Et paf, le lendemain matin, comme s'il fallait faire la place à l'image du moment où j'ai renoncé à publier ce journal intime et que je me suis dit, Mm. OK, je laisse tomber, je ne suis pas auteur, c'est pas pour moi, il faut que je continue d'être au service de mes auteurs comme Mm. éditeur. Mhm. Bah là, il y avait aussi quelque chose comme ça. OK, c'est fini, le tome 2 est fini, et voilà, c'est bon, c'est clos. Et bim, le tome 3. Donc, il y a eu comme ça des effets surprises qui à la fois étaient très, très naturels. Tout ça pour reconnaître en toute humilité que j'avais donc rien prévu, rien programmé, et que ça m'est plutôt tombé dessus au sens de voilà, ces expressions, au risque de me répéter, qui utilisent ce verbe tomber et qui ont quelque chose d'intéressant, qu'on dise tomber amoureux ou tomber dans les pommes ou tomber des nues quand on est un peu stupéfait par quelque chose. Il y avait un petit peu de tout ça à la fois. C'était comme une canalisation, mais en même temps, c'est difficile de dire, et ça vient pas nécessairement de l'extérieur de vous, ça vient de quelque chose de plus grand en vous. Ouais, c'est ça, c'est très difficile dans ces moments de localiser. Est-ce que ça vient de l'intérieur? Est-ce que ça vient de l'extérieur? Est-ce que ça vient d'une vie antérieure? Est-ce que ça vient de guides qui sont là, tu sais, comme Otar Janat, elle existe dans la 5D. Est-ce que ça vient d'une trame parallèle, Hum, d'une autre vie probable hum. et, et finalement, est-ce que c'est très important Oui, de c'est ça. savoir Hum, et de chercher à encapsuler dans un mot, alors que par nature, hum, c'est un type de registre qui échappe à la catégorisation. Par nature, c'est un champ vibratoire qui ne va pas se laisser domestiquer ni même dompter. Il y a quelque chose de beau, de sauvage, de libre, mhm, pour lequel en fait le mental ne vous est plus de grand secours, si ce n'est qu'on ouvre les bras, qu'on accueille avec gratitude, bonheur, émotion, parce que plus le fil se défile et plus les personnages prennent corps, et plus on finit par être convaincu que ce sont des êtres qui existent vraiment dans un ailleurs, qu'on appelle ça sa psyché, son imaginaire, des univers parallèles, des vies intérieures. J'ai cessé en fait de chercher à le mettre dans telle ou telle case, ce qui est un truc très français d'ailleurs ici, où on aime bien compartimenter, segmenter, mhm. et où finalement on est parfois en relation avec le personnage d'un de ces contes initiatiques. Et Ilga, par exemple, il y a des moments où c'est vraiment une jeune femme et un caractère, un personnage de la partie quête spirituelle et à la fois aventure amoureuse. Mais il y a des moments dans le processus d'écriture, pendant cette forme de réception, où là non plus, j'ai vraiment pas l'impression de faire grand-chose, plutôt d'essayer d'être le plus transparent possible par rapport à ce qui passe à travers moi. Euh, Elle peut aussi avoir comme des poupées russes dans l'histoire qui se déroule et que j'écris son être de jeune femme, mais dans la vibration que je ressens, quelque chose qui est plus de l'ordre d'un amour éthéré. Et quand les choses s'affinent et deviennent plus intenses, plus alignées, et parfois aussi plus hautes, euh, le sentiment d'être visité par une présence ou, osons le dire, quelque chose d'angélique ou en tout cas de spirituel. Vous dites que vous l'aviez peut-être même senti près de vous à un moment donné dans votre chambre. Ouais, il y a eu plusieurs fois et des fois où c'était extrêmement troublant, c'est-à-dire que
on se retourne, on a l'impression d'avoir quelqu'un derrière soi. Mais il y a des moments, ça peut même aller plus loin, c'est-à-dire que tout en étant à jeun, sobre et tout ce qu'on veut, c'est tellement présent que on en est à regarder, à rouvrir les yeux et regarder le bord de la couette au bout du lit pour voir s'il va pas y avoir une petite Une forme comme ça démarcation. qui va témoigner de un frôlement entre les dimensions qui pourrait peut-être laisser une trace ici, comme quand parfois on a le sentiment que même dans une pièce où la fenêtre est fermée, les feuilles d'un arbuste ou d'une plante ou une plume vont bouger tout d'un coup d'une façon inexpliquée, comme s'il y avait un passage, une visite qui n'est pas palpable ou visible, tangible en soi, mais qui, par quelque chose de subtil et léger comme ça, vous adresse un signe de sa présence au cas où vous en douteriez encore, au cas où vous ne vous Mm. donneriez pas le crédit, la confiance de dire oui, là vraiment, je sens que je suis tout sauf seul. Vous, cette trilogie-là, la première se passe en Mongolie, mais vous n'avez jamais visité cet endroit-là. Vous avez fait plusieurs voyages, mais ça n'était pas un. Et j'ai trouvé ça beau de voir que tu sais, c'est vraiment, on sort du rationnel pour aller vers vraiment l'inspiration parce que vous désirez pas vraiment, peut-être un jour vous allez y aller, mais vous désirez pas vraiment comme amener ce terre-à-terre-là avec l'histoire. Ouais, en Hein? fait, moi Hein? j'ai publié en tant qu'éditeur pendant depuis une trentaine d'années et 24 ans chez Mama Édition, des livres aussi en sciences humaines qui sont plus universitaires parfois, des témoignages, des carnets de voyage, des livres très ethnographiques, anthropologiques, horodatés, très documentés, parfois multidisciplinaires, etc. Et là, au contraire, il y a eu une sorte d'inversion de toutes ces perspectives, ces réflexes, ce qu'on se dit être bon à faire, ce qu'on croit être son champ d'expertise, quelque chose qui vous prend par surprise et qui inverse en fait vos réflexes, vos croyances pour venir repousser les limites des cadres que vous vous êtes donnés à vous-même à force et pour vous inviter à autre chose, un autre voyage, un voyage aussi intérieur. Et comme par hasard, bien qu'au début, je me suis dit, ah non, c'est pas possible. Hmm. J'ai été en Indonésie, en Afrique de l'Ouest, du Nord, en Russie, en Australie, en Amérique du Nord. J'ai travaillé avec des chamans colombiens, péruviens, à Bali, chamans de Sibérie, des Européens aussi. Il n'y a pas forcément besoin d'aller au bout du monde pour rencontrer des gens qui font bouger les lignes et font des choses extraordinaires. On a dans nos campagnes, comme il y a aussi au Québec, des gens qu'on appelle parfois guérisseuses ou barreurs de feu ou rebouteux, ou Mhm. toutes sortes de types de personnes qui parfois ont un don dans les mains, qui se transmet de grand-mère à petite-fille, de grand-père Mhm. à petit-fils, qui parfois aussi des gens qui savent rajouter des cordes à leur arc et au lieu de une capacité en particulier, s'adjoindre le pouvoir pour un temps, le concours, l'alliance, que ce soit d'un animal, d'un esprit, d'un défunt, d'un guérisseur qui n'est plus, de l'esprit d'un lieu, d'une plante, pour rajouter et faire face, par exemple, à une urgence quand vous êtes dans le tipi ou dans la yourte à des jours de cheval ou de marche d'un endroit où il y aurait de quoi répondre à toutes sortes d'urgences différentes, mais que vous, dans une nuit, il va y avoir 10 personnes différentes qui défilent, certains avec un petit bobo physique, d'autres un accident, d'autres quelque chose de psychique, d'autres qui identifient, d'autres des choses très mystérieuses. Et donc, au-delà de se dire, bah, moi, je soulage le feu ou les brûlures, ou moi, je manipule comme ci, ou j'harmonise comme cela avec le magnétisme. Et on a dans ces cultures chamaniques des gens qui
sont capables aussi d'intercéder auprès des puissances de l'invisible et s'inviter et inviter le concours d'esprits alliés ou d'autres forces qui permettent de compléter tout un éventail qui n'est pas leur pouvoir. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir la grosse tête ou d'imaginer quoi que ce soit par rapport à l'ego ou soi-même. Bien au contraire, puisque on invite, on reçoit quelque chose, on l'utilise, on est un trait d'union, un transmetteur, on fait ce qu'on a à faire. Et puis après, on remercie, on rend, et surtout, encore plus important parfois que d'ouvrir la porte, on la referme. Mais vous avez vécu ces expériences-là avec des chamans. Oui, j'ai vécu un certain nombre d'expériences, que ce soit dans des cercles, que ce soit dans des malokas, que ce soit dans des grottes, en pleine nature ou pas. Et certaines de ces expériences, elles ont lieu à un certain moment, à un certain endroit. On peut être très très secoué pendant plusieurs heures, voire Mhm. plusieurs jours. Mais en fait, il faut le temps pour s'apercevoir au bout d'une semaine, puis un mois, puis un an, puis 10 ans, puis 20 ans, que comme une pierre qui tombe dans l'eau et ça fait un gros plouf et ça fait une grosse secousse, et puis ça fait une vaguelette, et puis une vaguelette de plus en plus petite, puis juste une onde, et puis une toute petite onde, et puis on voit presque plus rien. Mhm. Et peut-être que cette onde, en fait, elle s'arrête jamais. Et peut-être qu'elle vous fait vibrer, résonner, et que c'est comme de semer une graine qui va grandir dans l'invisible en vous, d'un point de vue existentiel, énergétique, qui va aussi avoir une influence sur votre physique, votre façon de vivre, de vous positionner, de ressentir les choses, et qui va travailler en vous. Et jusqu'à quand? J'ai pas la réponse parce que finalement, depuis que ça s'est passé, ça s'est jamais arrêté. Wow. Mais il faut être prêt à vivre ces expériences-là. Et vous, vous étiez très jeune, vous avez commencé à avoir des éveils de conscience, vers l'âge de 6 ans même. Oui, vers l'âge de 6 ans, effectivement, il y a eu des expériences qu'on pourrait appeler des expériences initiatiques au sens peut-être plus d'expériences spontanées, des Oui, choses où à cet âge-là, vous choisissez pas du tout, c'est ça. pas volontaire pour un travail chamanique, des parcours, des épreuves, tout un cycle. C'est spontané, ça vous tombe dessus, et ça peut être aussi des expériences extatiques d'une certaine façon. Extatique, pas au sens juste mystique de l'extase mystique, ni au sens juste physique de la jouissance du corps, de l'extase, de la sensualité ou d'une certaine vibration autre, mais peut-être en fait un alignement des deux. Et cet alignement des deux, c'est un petit peu quelque chose qui relie le ciel à la terre et vous, vous êtes au milieu, Mhm. comme une échelle, comme un arbre qui va aller d'autant plus haut, qui va devoir s'enraciner d'autant plus profondément. Oui, d'ailleurs, c'était dans mes dernières questions, mais je pense que je vais le dire tout de suite. En regardant vos entrevues, l'entrevue avec ABC Talk TV, à la minute 55, il y a un bug au niveau de la vidéo, mais c'est tellement comme branché, je trouve, parce qu'on entend le mot porte, porte, porte 3 fois et ensuite écoute, écoute, écoute. Ça m'est rentré dedans. C'était vraiment comme là, écoute. Et puis, c'est ce que vous parliez de justement de l'arbre, de l'enracinement, puis l'importance de plus d'ancrage, plus de discipline, plus d'enracinement, plus de stabilité. Et je l'ai vraiment pris, je l'ai pris ce message-là, je l'ai senti, j'ai senti que c'était là au bon moment. Alors, si vous écoutez cette entrevue-là, c'est marquant et je trouve que c'est un super exemple de ce que vous parlez avec dans la trilogie, d'être branché et de juste laisser la vie nous amener où elle doit nous emmener, puis écouter ce qu'on a à écouter. Ouais, les esprits ont vraiment beaucoup d'humour et parfois, c'est pas forcément
devant le plus beau coucher de soleil ou après une longue retraite d'obscurité dans une grotte. Parfois, il y a quelque chose tout d'un coup, comme dans l'exemple que vous citez de cette émission de Marc Leval sur ABC Talk TV, où tout d'un coup, il y a quelque chose qui peut être encore plus important à partager parce qu'il a une portée peut-être plus universelle, y compris pour des gens pas initiés, pas Ouais, préparés, mais c'est pas pour autant qu'on n'est pas prêt, de dire on ouvre des portes et écoute cette ouverture c'est parce ça. qu'elle est pour toi et c'est très drôle qu'à ce moment-là, il y ait ce bug C'est informatique audiovisuel et que du coup, comme un ostinato en musique, comme un leitmotiv très concentré, comme tu disais, ça nous répète tout d'un coup cette porte, 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 écoute, écoute, écoutez. c'est C'est fort. très J'ai trouvé ça souvent, très fort. ouais, c'est Mm. très souvent drôle, je trouve, la façon dont les esprits en marge d'expériences qui peuvent être très impressionnantes, très émouvantes, parfois déstabilisantes aussi, c'est normal, ça joue son rôle pour nous sortir de notre zone de confort, Mhm, ça joue son rôle pour nous pousser à aller plus loin, nous dépasser et découvrir peut-être qui on est vraiment. mhm, Ça, c'est un chemin qu'on ferait pas forcément si on n'y était pas parfois un peu forcé par une sorte d'urgence, par un challenge, parfois un accident, parfois une douleur. C'est pas forcément des expériences très heureuses, mais avec le temps, ces expériences qui sont parfois beaucoup plus troublantes, difficiles, etc., sont aussi parfois celles qui vous ont donné le plus grand coup d'accélérateur. mm, Parce que si au lieu d'être une expérience agréable, ça se présentait vraiment comme un mur dans lequel vous allez vous emplafonner ou comme un abysse dans lequel vous pourriez vous perdre, le ressort de survie ou de dépasser vous oblige en quelque sorte, quand c'est une question vitale de vie ou de mort, que ce soit psychique ou physique, comme avec certaines épreuves initiatiques, à puiser en vous et découvrir des facultés, des pouvoirs, parfois des facultés d'auto-guérison, parfois des pouvoirs de dépassement que vous n'iriez pas chercher si vous n'y étiez pas obligé, en fait. mhm. Exactement. Ouais. Des fois, ça peut paraître, ça peut faire peur de sortir de sa zone de confort, mais en fait, comme j'ai déjà entendu, on sort de notre zone d'inconfort pour passer à une autre étape. Qu'est-ce que vous sentez que vos livres vont apporter aux gens? Euh, Qu'est-ce qu'ils ont il y vraiment a besoin? beaucoup de profils de lecteurs très différents que je Ouais. découvre avec grand bonheur. Mhm. Parce qu'au début, si je voyais qu'il y avait beaucoup de lectrices, lecteurs qui avaient peut-être la trentaine, la quarantaine, avec le temps, après la première trilogie, L'aventure mongole, et puis au printemps 2022, puis au printemps 2023, L'aventure amérindienne, il y a eu une sorte de nouvelle vague aussi, et là, je me suis retrouvé à avoir des lectrices et des lecteurs qui pouvaient vraiment avoir de 10 ans à 90 ans. Ouais. C'est beaucoup, beaucoup élargi, Mhm. complètement au-delà du cercle chamanique ou des lecteurs de contes ou de la spiritualité, Mhm. des lecteurs de romances. Et il y a vraiment de tout. Et ce que ça apporte, je crois, peut être différent suivant les personnes, où est-ce qu'ils en sont dans leur vie. Il y a aussi, au-delà des messages textuels et au-delà de l'histoire, il y a aussi des choses qui se transmettent entre les lignes, en fait, discrètement, de façon plus subtile, et où au-delà des mots et du narratif, des idées, des concepts, des messages, des enseignements, il y a aussi parfois des choses qui agissent plus comme de la musique, en fait, comme une vibration, ou par exemple, dans ces contes initiatiques de la saga Shaman, il y a des chapitres qui sont en italique, qui correspondent plus à des rêves ou des soins ou des transes ou des Ouais. visions. Mhm.
Et donc, on bascule sur une écriture qui est peut-être un peu moins narrative linéaire, cerveau gauche, avec une histoire des personnages, une évolution chronologique, et qui est peut-être plus habitée par des formes géométriques, des métaphores, des images qui ne seraient pas possibles ici, mais c'est pas pour ça qu'elles sont pas possibles de Mm. l'autre côté du voile. Mhm. Et aussi une sorte de rythme et de rime, pour ne pas dire de versification, qui du coup va venir plus chatouiller le cerveau droit de l'intuition, de la poésie, et en faisant des chapitres courts, ce que j'ai pas décidé non plus, hein, je le dis en toute humilité, D'accord. euh, ce passage de cerveau gauche, cerveau droit, narratif, poétique, caractérisé, musical, etc. Peut-être ça finit par créer une sorte de petite friction à force de alterner, d'avoir un œil dans ce monde-ci, un œil dans l'autre monde, comme si au lieu de nager, de voir soit la surface visible de l'iceberg, soit la surface immergée, mais pour ça il faut plonger. Vous étiez un œil au-dessus, un œil en dessous à la fois, et que vous Ouais. voyez un petit peu les deux au lieu d'alterner comme on le fait dans notre vie, c'est-à-dire soit vous êtes réveillé, vous voyez votre environnement, soit vous dormez et vous partez dans un monde astral. Mhm. Finalement, d'avoir cette double vision à la fois, d'avoir cette alternance qui se rapproche, et peut-être ce sorte de frémissement entre deux parties qui, en général, se succèdent mais ne coexistent pas ensemble, comme le jour et la nuit, et qu'à force de les inviter à coexister, à embrasser ça dans sa globalité, ça ouvre une brèche parce que le mental n'arrive pas vraiment à cerner les deux. Et donc, c'est comme un trick, un petit peu comme un petit bug volontaire. Et au milieu de cette brèche, là, vous transmettez autre chose. Et cette Ouais. chose-là, je crois, ne tient pas vraiment dans les mots. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Je vais finir vos trilogies, je vais les faire, je vais les lire dans mes vacances de Noël. J'ai très hâte. Euh, je vais terminer avec une dernière, c'est peut-être une question ou une constatation. Vous avez les trilogies en Mongolie, il y a la trilogie en Amérique. Alors pourquoi l'aventure amérindienne? Et juste vous dire, avant que vous me répondiez, tout à l'heure, j'ai eu un flash et je vous ai vu avec un chapeau de cow-boy. Fait que peut-être que... Alors, j'ai vraiment été appelé par aussi des éléments, des lignes de force peut-être, des symboles de la culture navajo notamment, et avant ça, des cultures Lakota, Dakota, des Indiens des plaines plus dans le nord, et puis finalement d'Arizona. Comme ça m'était arrivé en fait avec la Mongolie, le nord de la Mongolie et la frontière avec la Sibérie et Touva, etc. Et donc, pourquoi je peux pas l'expliquer comme si je l'avais décidé, mais je peux voir qu'il y a quelque chose qui résonne avec aussi des anciennes prophéties, et que si le sixième tome, c'est-à-dire le troisième de la deuxième trilogie, puisque ça peut se lire indépendamment, l'aventure amérindienne, on peut commencer par Par le celle-là. tome 1, le tome Mhm. 4, le premier en tout cas de la deuxième. Peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre à un âge où, plutôt que de préserver le secret de ces traditions isolées, comme on l'a fait parfois quand on était très respectueux, traditionnaliste, vieille école, et qu'on allait doucement dans ces apprentissages. Peut-être qu'il y a quelque chose par rapport à l'urgence planétaire aujourd'hui, Ouais. qu'on l'appelle Gaïa ou qu'on l'appelle la Pachamama, en tout cas, Mm. autre navire commun sur lequel on est tous au-delà de nos croyances, de nos religions, de nos cultures, qui nous porte, qui nous nourrit. Et peut-être qu'il y a quelque chose de l'urgence qui fait qu'on est plus appelé à partager, plus appelé à faire se rencontrer différentes cultures,
pour se compléter, s'épauler, se renforcer les uns les autres, et tous ensemble arriver à une sorte de masse critique qui fasse pencher les choses dans le bon sens, Mhm. au-delà de tout discours écologique et toute idée. Vraiment, ici et maintenant, il y a une urgence qui est vitale pour les humains, pour le règne animal, pour le règne végétal, même le règne minéral d'ailleurs. C'est pas parce qu'il bouge tellement plus doucement qu'il est moins vivant. Ouais. Et que cette urgence-là nous appelle à découvrir un nouveau nous-mêmes. Mhm. Donc, ça finit par créer une sorte de dialogue entre l'Asie et l'Amérique, l'Orient et l'Occident. Mhm. D'où le titre du dernier volume, Le tigre et le jaguar aussi. Mais on pourrait voir une mise en abîme par rapport à d'autres choses, comme un dialogue qui se tisse aussi entre des choses plus rationnelles et plus invisibles, entre des choses plus ancrées terre à terre et des choses plus subtiles et impalpables. Et puis évidemment entre le masculin et le féminin, et pas seulement la remontée en puissance des femmes aujourd'hui et du féminin, notamment dans le chamanisme, Ouais, c'est mentionné ça dans la deuxième trilogie. mais aussi, Ouais. aussi des femmes dans les hommes, si je puis dire, aussi Mhm. du féminin dans le masculin. C'est vrai. Et c'est un petit peu à l'image de ce yin-yang et de cette complétude qui fait peut-être partie de notre destin. Le chemin où aller, on est en évolution, mais ça prend des gens comme vous qui amènent à la réflexion. Mm. Donc, je vais terminer ici. Je vais inviter les gens à se procurer le livre. C'est une belle lecture, comme je vous dis, de vacances de Noël bientôt. Et puis, c'est ma dernière entrevue pour cette année, 2023. On va se revoir en 2024 en espérant que les gens fassent toujours un meilleur et un meilleur cheminement à l'intérieur d'eux en premier. Je pense que c'est ça qui est primordial. Donc, merci énormément de, Merci, merci beaucoup. Merci à d'avoir vous. passé ce Merci moment à ensemble. vos auditrices et vos auditeurs. Et je vous souhaite une bonne continuité et à la prochaine. Merci. Au revoir les cousins canadiens. Au revoir. Merci, les cousins français.